Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'espère que vous allez bien et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera de nouveau une vidéo avec des séances commentées, et à travers ces séances commentées j'aimerais cette fois vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est de la nouvelle équitation, ou du moins de la nouvelle manière de voir les chevaux, là, qui est en train de poindre son nez un petit peu partout, mais malheureusement il y a encore beaucoup de travail à faire, comme on va le voir au cours de cette vidéo. Et voilà, et c'est aussi cette nouvelle manière de communiquer, cette nouvelle manière de voir le cheval et de voir la relation avec le cheval que j'essaie aussi de vous enseigner à travers toutes les vidéos jusque là. Alors évidemment, de nouveau vous allez revoir dans cette vidéo des concepts dont on a déjà parlé précédemment et dont on reparlera encore évidemment, mais voilà, de nouveau là aujourd'hui ça va tourner autour de ça. Voilà, en équitation classique, on a toujours utilisé les chevaux sans respecter vraiment l'individu et les personnalités. Voilà, les chevaux, comme je vous dis, il n'y a pas une méthode qui va pour tous les chevaux, on s'adapte à chaque personnalité, à chaque tempérament. Et donc voilà, souvent en équitation, ce qu'on voit, c'est un formatage des chevaux pour les soumettre, pour les rendre faciles d'utilisation, pour avoir un sentiment de sécurité, alors que, comme je vous dis, pour moi le sentiment de sécurité c'est quand on sait lire et sait comprendre le cheval, et pas quand on lui a appris à se soumettre. En fait voilà, on diminue les capacités cérébrales du cheval en le rendant soumis et muet, du coup on est capable d'interagir avec ce cheval. Moi j'aimerais que ça soit l'inverse, on garde le cheval tel qu'il est et que nous, on apprenne, on étoffe nos connaissances pour pouvoir communiquer correctement avec les chevaux. Et donc voilà, donc ce qu'on utilise, c'est ce qu'on a déjà vu dans ce que je vous expliquais déjà dans d'autres vidéos, c'est la résignation acquise, c'est-à-dire que voilà, on apprend au cheval que quoi qu'il fasse, de toute façon, l'humain sera toujours vainqueur, que s'il s'oppose, voilà, il aura de la pression jusqu'à qu'il cesse de s'opposer, et donc bah ça, la résignation acquise, ça s'applique même au chien, à l'humain. Quand vous avez comme ça une tension, un stress très fort, vous finissez par vous renfermer sur vous-même, par vous résigner et par ne plus lutter. Et donc ça, on verra, ça sera d'ailleurs le sujet de mon mémoire, donc voilà, on aura l'occasion de toute façon de reparler de cette notion et de toutes les conséquences que cela peut avoir. Alors on se rend compte que si on tient compte du tempérament du cheval, on peut aller beaucoup plus loin, et ça commence à y avoir des recherches scientifiques même sur le sujet. Vu que vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo justement sur les différentes personnalités, les différents tempéraments de chevaux, à partir du livre de Léon Lorenzat. Je vous le remets ici. Et donc par exemple, justement, cette scientifique nous raconte que par exemple, un cheval peureux, s'il est dans un état de stress au moment d'apprendre, que ces situations de stress n'est pas induite par la situation d'apprentissage, il va pas mémoriser ce qu'il apprend. Mais par contre, si le facteur de stress n'est pas ajouté à la situation d'apprentissage, et donc que c'est juste l'apprentissage en soi qui peut être stressant, mais que l'environnement autour est complètement calme, il n'y a pas de facteur de stress, là, un cheval peureux va avoir des performances de mémoire supérieures aux chevaux plus froids, parce qu'ils ont justement un état d'éveil plus élevé de base que les autres. Donc voilà, c'est un exemple comme ça pour vous montrer qu'en fait, quand on connaît la personnalité des chevaux, on peut en s'y adaptant en tirer un meilleur profit, plutôt qu'en voulant tous les mettre dans un moule. Maintenant on est de plus en plus d'accord, ce discours est de plus en plus commun quand on dit voilà, le cheval se défend ou exprime un désaccord, c'est souvent un signe de mal-être et pas juste un signe de sale caractère. Voilà, ça, il y a déjà eu une avancée là-dessus, c'est déjà bien. Par contre, là où il y a encore beaucoup de boulot à faire, c'est je trouve au niveau du droit du cheval. On a encore du mal à dire le cheval peut dire non, peut refuser, peut exprimer un désir ou une envie, une préférence dans une activité. Voilà, non, c'est l'humain qui décide de ce qu'on fait et le cheval il n'a rien à dire. Et donc ça, le travail avec le consentement, souvenez-vous, j'en avais déjà parlé aussi dans une vidéo, mais voilà, c'est quelque chose d'assez nouveau, on commence un petit peu à en parler, mais le consentement pour moi c'est vraiment important de travailler avec. Et donc le consentement c'est comme pour les humains, hein, il doit être libre, éclairé, spécifique et réversible. Donc le cheval ne doit pas être contraint pour dire oui, il doit savoir à quoi il dit oui, ça doit être sur une demande spécifique et pas sur toute une séance en général. Et à tout moment, le cheval peut dire stop et il faut l'écouter. De nouveau, hein, on y revient, c'est un travail sur nous, à savoir dire ok, j'accepte le non, et travailler sur soi pour chercher éventuellement d'où vient le non, pour pouvoir améliorer notre demande ou trouver à demander autre chose, voilà. Ça, ce serait encore à faire. On a aussi vu, souvenez-vous, dans une précédente vidéo, que le cheval a quand même conscience de lui-même. On avait vu que les scientifiques avaient dit que même les espèces qui n'avaient pas de cortex préfrontal pouvaient avoir une conscience d'eux-mêmes. À travers toutes mes vidéos, on a vu énormément aussi d'études scientifiques, voilà, dont je vous parlais un petit peu plic-ploc, au mesure où elles sortaient, où on voyait vraiment que les capacités cognitives du cheval étaient beaucoup plus vastes que ce qu'on pensait. Voilà, par exemple, il y a eu énormément d'avancées scientifiques ces dernières années, où voilà, on recherche vraiment à savoir ce que le cheval comprend, ce que le cheval ressent, et on sait par exemple, voilà, que les chevaux peuvent très bien aussi nous attribuer une réputation. Par exemple, si on s'occupe de notre cheval et qu'on lui tape dessus, l'autre cheval, son copain de près qui est en train de nous regarder, et ben il voit qu'on tape notre cheval, et ben du coup ce congénère il va nous attribuer une réputation en fonction de ce qu'il voit.
Donc on voit qu'en plus, les actes qu'on a sur les chevaux n'ont pas qu'une conséquence directe sur le cheval duquel on s'occupe, mais aussi sur les chevaux qui nous observent. Et aussi un autre point, je trouve, qui est encore énormément à travailler, c'est le moment de la retraite. En fait, souvent, quand le cheval, voilà, il a été utilisé et qu'il a été abîmé parce qu'il a été mal utilisé, il est jeté, en fait. Voilà, il est jeté, il est mis en prairie, on dit oui, mais il sera très très bien en prairie. Et le problème, c'est qu'il est mis dans un pré, bon, peut-être avec des copains éventuellement, souvent dans un pré, il n'y a même pas d'abri, puis surtout, il n'y a plus aucune stimulation. Il se retrouve avec ses congénères, c'est un cheval qui a toujours vécu en boxe toute sa vie, et tout à coup, paf, il est avec ses congénères dans le pré, c'est un cheval qui probablement, comme je vous l'ai dit bien avant, les chevaux qui comme ça ont été enlevés à la mer très tôt, qui n'ont jamais vécu avec des congénères, c'est très très dur après pour eux d'avoir les codes. Et donc, c'est des chevaux qui sont pas toujours vraiment heureux au final avec leurs congénères, parce qu'ils n'ont pas appris le vocabulaire de base des chevaux. Et puis surtout, ils ont eu l'habitude d'avoir des stimulations avec l'humain, d'avoir une relation avec l'humain, et puis tout ça, ça va leur manquer. Alors oui, les besoins primaires seront mieux remplis, ils auront là les congénères, ils vont pouvoir bouger, ils vont pouvoir manger de l'herbe, en sachant que bon voilà, l'herbe, je vous ai déjà dit, normalement les chevaux mangent surtout tout ce qui est sec, donc trop d'herbe c'est pas bon non plus. Mais voilà, qu'en est-il du coup des autres besoins? Il n'y a pas que les besoins primaires, il y a aussi tous les besoins au niveau de l'éveil psychologique, comme je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Surtout que dans votre pré, la vie ne sera jamais aussi enrichissante que dans la nature. Ça, on a tendance à croire à tort que oui, bah dans le pré, ou même en paddock paradise, c'est comme dans la nature. Non, les chevaux dans la nature, ils font des kilomètres et des kilomètres par jour, ils changent d'endroit. Les endroits qu'on leur propose sont toujours trop petits par rapport à ce qu'il y a dans la nature. Du coup, ils sont forcés d'être toujours dans le même troupeau, alors que s'ils s'entendent pas dans la nature, bah voilà, ils peuvent quitter le troupeau, former un autre troupeau à côté, etc. Ici, bah c'est pas possible, ils sont coincés là. Donc s'ils sont jetés du troupeau, bah ils se retrouvent sur le côté sans possibilité de fuir vraiment et de s'en aller. Donc voilà, donc de nouveau, c'est la nature du cheval mal comprise. On ne peut pas refaire exactement ce qu'il y a dans la nature, qu'on s'en approche avec voilà les grands paddock paradise, les grandes prairies en troupeau. Voilà, c'est très bien, c'est une belle avancée, mais ça ne suffit pas, et ça va être important de continuer à stimuler le cheval intellectuellement, de lui proposer bah voilà, des objets nouveaux qu'on met dans le pré, de lui proposer des balles, des bâches, des choses comme ça, voilà, pour qu'il réfléchisse, pour qu'il passe éventuellement dessus. Voilà, ce ne sont pas des choses naturelles, ça je suis bien d'accord avec vous, mais ça va lui proposer une stimulation. Et puis surtout, la relation avec l'humain, une fois qu'il l'a eu, très important de la garder. Parce que souvent, le cheval, c'était son seul point d'accroche, il n'avait pas de relation avec les autres chevaux, son seul point d'accroche c'était son humain, et puis son humain, hop, du jour au lendemain, il ne le voit plus. Donc ça, c'est très compliqué, et ça peut conduire à des chevaux qui dépriment fortement. Et puis souvent, quand on met à la retraite, on a tendance à oublier que le cheval, bah, il faut toujours des soins des pieds, il faut toujours des soins dentaires, voilà, c'est pas un jouet dont on enlève les piles. Même quand le cheval est à la retraite, il y a autant, si pas plus, parce que le cheval vieillit et qu'il y a plus de problèmes de santé, il y a même plus de choses à faire. Si vous voulez vraiment remercier votre cheval pour tout ce qu'il vous a apporté, et bien justement, continuez à lui proposer des choses qui lui font plaisir à lui et pas à vous, justement, comme on disait tout à l'heure. Sortez-la en balade à pied, jouez un petit peu en liberté avec lui, emmenez-le brouter dans des endroits différents, ce que lui va aimer, ce que lui va vous dire qu'il va aimer, même encore travailler monté. Hein. Et Domino jusqu'au dernier jour, on a travaillé monté, elle était... Souvent, ce qu'on voit encore malheureusement, c'est qu'on instrumentalise, comme je vous disais tout à l'heure, un animal au profit de l'homme. Et de nouveau, c'est la question plus globale. C'est toujours l'humain qui respecte pas les autres espèces et qui semble avoir une autorisation tacite de soumettre toutes les autres espèces. Donc ça, voilà, c'est de nouveau un débat plus global. Voilà, on a encore beaucoup de traditions très archaïques, de vision du cheval très archaïque. Voilà, il y a encore beaucoup de choses qu'on véhicule comme, voilà, par exemple, les chevaux on les fers parce que ça a toujours été comme ça. Je suis pas forcément une pro pieds nus à 100%, et je suis pas à 100% contre les fers, mais simplement j'aimerais qu'il y ait une vraie réflexion là-dessus, et pas qu'on dise juste, bon, on fer parce que c'est comme ça. Non, voilà. On va se poser les questions de pourquoi on le fait, des conséquences que ça a. Donc voilà, pour moi il y a vraiment une nouvelle équitation réinventée, pas qu'au niveau du travail avec le cheval, mais aussi de tout ce qu'il y a autour, bah, évidemment de la relation, mais aussi des soins apportés aux chevaux, de toutes les nouvelles médecines aussi qui tournent autour du cheval, comme on va en parler un peu plus dans la vidéo. Voilà, et donc le but dans cette nouvelle équitation, ce sera vraiment de prendre en compte cette conscience équine et de l'articuler autour de cette conscience humaine. En sachant qu'un cheval libre sera toujours plus calme et coopérant qu'un cheval soumis. Pour moi, la base en fait de cette nouvelle forme de langage équestre, ça doit vraiment être l'intelligence.
nous utiliser un peu plus notre intelligence et pas ce qu'on a entendu depuis des années, et aussi utiliser l'intelligence du cheval, qui, comme je vous dis, il a vraiment des capacités cognitives assez importantes et parfois supérieures aux nôtres sur certains sujets. Donc pour nous, ce qui va être le premier pas, c'est d'apprendre à lire les signaux des chevaux. Souvent on entend dire, comme je vous disais tout à l'heure, souvent on entend dire « Ah, mon cheval il adore l'obstacle », et qu'est-ce qu'on voit en fait? On voit un cheval qui fuit, qui a les oreilles plaquées en arrière, qui bouge la queue avant chaque barre. Bon, voilà. Là, c'est très évident, mais après il y a des choses beaucoup plus minimes. On se dit, bah non, là l'humain il croit que son cheval il est bien, alors que non, il est pas bien. Comme par exemple, le cas des chevaux qui se renferment, on a l'impression qu'ils sont d'accord avec tout parce qu'ils se laissent faire. Ce n'est pas parce qu'un cheval se laisse faire qu'il est consentant. Le consentement doit être actif, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, et pas passif. Et d'ailleurs, il y a une étude de 2014 de Martin Osberger qui met en lumière la banalisation et l'incapacité des cavaliers à reconnaître tout ce qui est stéréotype. Moi, j'irai encore plus loin, on est vraiment par moments dans une banalisation en fait de la maltraitance. Où, comme on a toujours monté des chevaux qui ont un peu mal ci, un peu mal là, qui montrent des signes d'inconfort sans savoir les lire, et on dit c'est normal. Le cheval il se coule la tête, il a toujours fait ça, donc c'est normal. Non. Et voilà, ce qui va vraiment être important, et vous le voyez au travers de toutes mes vidéos, c'est pas de rester coincé dans un exercice, dans une méthode, c'est vraiment de s'adapter et vraiment d'être dans le ping-pong dans la communication avec son cheval. On va noter les réponses du cheval, on va s'adapter, et pas continuer à demander toujours la même chose. Et ça aussi, c'est un truc vraiment un peu ancestral qui reste, on va demander au cheval jusqu'à qu'il cède. Et on va rester fixé sur notre idée en ignorant les réactions du cheval. Qui est le plus bête là de l'humain ou du cheval, je ne sais pas, parce que le cheval va proposer plein de choses, et nous on va toujours lui répondre la même chose, la même chose, la même chose. Donc ce qui va scotcher le cheval, c'est votre focus sur lui et votre façon de vous adapter, de proposer la chose qui lui fait du bien. En ce moment, voilà, je suis en train de travailler sur mon mémoire, je suis en train de suivre un cheval et sa propriétaire. Du coup, dans ce travail-là, vous aurez une vidéo, bien sûr, à part là-dessus. Mais je me suis rendu compte, en fait, que pour un même problème, dans une même séance, je peux me retrouver, en fait, à proposer des choses complètement différentes à un cheval. Par exemple, l'exemple de canaliser l'énergie. Un cheval qui va être stressé, qui va avoir beaucoup d'énergie, que ce soit, voilà, monté ou à pied. Un cheval qui va, par exemple, embarquer au grand galop par peur. Comme je vous avais dit déjà, l'idée c'est toujours d'essayer de ne pas bloquer la fuite. Et souvent, dans ces cas-là, que ce soit à pied ou monté, arrêtez le cheval. Il ne faut pas qu'il y ait une urgence de sécurité, mais si vous n'avez pas d'urgence de sécurité, souvent demandez un arrêt quand vous êtes comme ça. En carrière, ça va être un peu trop dur pour le cheval. Il a une peur, il a besoin d'évacuer cette peur. Et donc si on le force à s'arrêter, souvent on va même avoir beaucoup de mal, et ça va le rendre encore plus stressé. Donc il faut plutôt essayer de chercher l'harmonie dans l'allure. Donc prendre la suggestion du cheval qui est stressé, qui a besoin de fuir, ok, mais on va chercher la douceur, l'harmonie dans le galop, d'avoir un galop plus calme ou un trot, voilà, s'il est chaud ou trop à pied, un trot plus calme, quelque chose de confortable pour le cheval, on va l'aider dans sa réponse, on va lui dire ok, ça c'est ta réponse, mais moi je vais te l'améliorer, fais-la plutôt comme ça. Et ensuite on peut venir à demander l'arrêt. C'est comme en fait si on demandait au cheval une étape trop difficile, il faut des fois décomposer et dire ok, on peut pas arriver tout de suite à cette étape là, donc on fait une petite étape entre. Après, une fois qu'on a canalisé l'énergie, l'idée, comme je vous dis toujours, c'est de mettre de la décontraction, de mettre du calme. Suivant les situations, avec un même cheval, on peut faire baisser le calme de plein de manières différentes. On avait vu déjà dans une vidéo plusieurs choses pour faire baisser le stress au sein d'une séance. On a la demande de baisser la tête, on a tout ce qui est au niveau du mouvement. Si on va marcher plutôt devant, à côté du cheval, ça va permettre de lui donner des indications différentes. Quand le cheval est très stressé, par exemple en extérieur, parce qu'il ne connaît pas l'endroit, le mieux c'est de marcher, comme je vous disais, loin devant. En leader, c'est nous qui ouvrons la route et le cheval il est derrière, alors que si vous marchez à côté de lui à l'épaule à ce moment-là, il a la tête devant vous, il a l'impression que c'est lui qui ouvre la route, c'est stressant. Par contre, si le cheval est dans un endroit calme, dans un endroit connu, qu'il n'y a pas d'inquiétude et que vous voulez plutôt bosser son stress par rapport à la confiance en lui, là le mieux c'est de marcher à l'épaule, voire un petit peu en retrait. On va en parler d'ailleurs un petit peu plus loin. Ça dépend quel est le stress à ce moment-là. Et aussi, voilà, en dehors de ça, on a différentes manières de faire des pauses avec son cheval. Il y a les pauses, comme je vous disais tout à l'heure, normales, on s'arrête, on souffle, on diffuse le calme. Ça peut être un petit départ au trot, ça je vais vous l'expliquer un petit peu plus loin, mais ça peut être aussi marcher loin devant votre cheval. Comme je vous disais tout à l'heure, en extérieur, on marche devant son cheval quand le cheval est dans un endroit inconnu pour lui montrer qu'on ouvre la route. Là, on va reprendre cette idée-là de marcher loin devant son cheval, vous prenez une longue longe et vous vous mettez à marcher assez loin devant lui et lui va vous suivre tranquillement et vous faites ça dans un endroit
connu dans une carrière. Et là, qu'est-ce que ça va apporter? Ça va apporter vraiment une pause, parce que le cheval, il continue à marcher, hein, comme après un effort intense. C'est comme un coureur quand il vient de courir. Le mieux, c'est de marcher et de pas tout de suite s'arrêter et s'asseoir. Le mieux après un effort, c'est de marcher. Donc continue à faire marcher le cheval, de faire une détente, mais en lui laissant de l'espace, sa bulle, donc vous n'êtes pas collé à lui là, il marche tranquillement, vous êtes assez loin devant, et en plus vous êtes devant. Donc il vous voit, vous êtes assez loin, il prévoit bien longtemps à l'avance où on tourne à gauche, à droite, donc ça lui permet de se poser complètement et de ne plus du tout réfléchir. Un petit peu comme en extérieur où il se pose sur vous parce que vous ouvrez la route, mais là il se pose sur vous pour du coup ne plus du tout réfléchir, il fait juste aller ses pieds, mais il a à réfléchir à rien du tout à part vous suivre comme ça de loin. Et donc ça peut être aussi une bonne pause. Donc voilà, comme je vous disais, voilà, je sens un intérêt nouveau pour ce sujet d'observer les chevaux, donc ça c'est super, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et du coup, dans cette vidéo, à travers les séances qu'on va commenter ici, après cette longue introduction, on va parler un peu de cette nouvelle équitation et de quelques belles initiatives qui fleurissent un petit peu partout, et notamment on va parler des pieds nus avec caresse et des hipposandales, et de l'acupuncture. Comme je vous avais dit la dernière fois, mes chevaux allaient avoir une séance d'acupuncture, donc voilà, là on va en parler un petit peu aussi. Avec ce que je vous disais par rapport à la marche en extérieur, que suivant qu'on est devant, comme on avait vu dans une précédente vidéo, ça rassure le cheval, et suivant qu'on est à l'épaule, ça veut dire autre chose. Là, on a même un autre type de marche où on va se mettre carrément derrière le cheval ou au niveau de sa hanche. Alors je vous explique, la semaine passée on avait été dans un chemin avec Caresse et elle avait eu vraiment pas mal de frayeurs, elle avait tendance à bloquer, à s'arrêter, il y avait des animaux dans un pré sur le côté, et du coup je me suis retournée dans ce chemin cette semaine et on a travaillé l'autonomie à pied sur ce chemin. Donc ça veut dire quoi? C'est que là maintenant la première frayeur était passée, elle connaissait, elle avait vu, ok, j'avais plus besoin de lui ouvrir la route. Ce que je voulais c'était travailler l'autonomie pour que justement elle ne s'arrête pas tous les 2 mètres pour regarder ce que les animaux font, mais qu'elle continue dans un pas fluide, qu'elle se fasse confiance, sans que j'ai besoin à chaque fois de lui dire marche, 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 c'est ce qui se passe, et c'est ce qui se passe quand on est devant. En fait, le cheval va marcher parce qu'on est toujours en train de lui dire marche. Là, je voulais vraiment travailler sa confiance en elle. Donc du coup, je vais lui demander de marcher seule devant, mais vraiment devant, c'est-à-dire que moi je suis vraiment au niveau des hanches. Par contre, c'est pas parce que je me mets au niveau des hanches que je gère plus le rythme, les arrêts, etc. Non, pas du tout. Je lui donne les indications depuis là. Simplement, c'est elle qui doit ouvrir la marche. Donc elle a cette sensation d'être vraiment seule devant, comme si on était monté, parce que ça, voilà, c'est un bon exercice pour pouvoir après avoir un cheval qui est fluide monté. Parce que vous avez vraiment une position de retrait, comme quand vous êtes à cheval. Le cheval, il sait très bien quand vous êtes à cheval que vous n'allez pas pouvoir lui ouvrir la route. Quand je me mets comme ça derrière à pied aussi, hop, pareil, c'est pour lui dire, je vais pas t'ouvrir la route, là, il va falloir te faire confiance et y aller. Et du coup, elle a vraiment été extra, elle n'a pas freiné une seule fois, elle n'a pas changé de rythme, et j'avais quand même une très belle connexion, parce que voilà, elle s'arrêtait dès que je lui demandais. Et ça, c'est vraiment un super exercice, parce que quand vous avez toujours un cheval qui se cache derrière vous en balade, c'est pas comme ça qu'il va apprendre à se rassurer. Oui, marcher devant, voilà, ça va le rassurer en situation de stress. Comme je vous ai dit, c'est super utile, marchez devant, ouvrez la voie, comme ça votre cheval se repose sur vous. Oui, maintenant si vous faites ça tout le temps, que votre cheval il a l'habitude de se cacher tout le temps derrière vous, il va jamais vraiment se rassurer, il va jamais passer la zone d'étape, et vous aurez jamais un cheval sûr. Dès que vous allez monter dessus, vous allez avoir un cheval de nouveau qui freine, etc. Donc oui, première étape, marcher devant, ouvrir la voie, mais ensuite on apprend au cheval à s'autonomiser, à marcher en autonomie, comme on le fait là. Et surtout, ce qui est important pendant cet exercice, c'est tout le temps de l'exercice, la longe est détendue. Parce qu'une longe tendue, ça signifie tension relationnelle, et le plus souvent, voilà, incompréhension, impatience, etc. Voilà, et de nouveau, le cheval, il se contrôle beaucoup mieux par son intelligence que par un moyen matériel. On a toujours tendance à vouloir tenir les chevaux comme ça sous le licol, ce qui les énerve prodigieusement parce que ça leur fixe la tête comme ça. Lâchez-moi cette main droite qui est toujours accrochée sous le licol du cheval. Tenez votre longe détendue, votre main droite peut servir à donner des indications, mais ne soyez pas toujours la main comme ça sur la longe, cherchez justement la connexion et pas le contrôle. Dès que vous êtes comme ça accroché à votre longe sous la tête de votre cheval, vous êtes dans le contrôle et vous perdez la connexion. Il faut vraiment apprendre voilà, à utiliser plus vos énergies et à ressentir vraiment où en est le cheval. Faut pas oublier que chaque geste ou chaque comportement que vous allez faire, c'est un enseignement que va retenir le cheval. Lui, il n'a pas la notion du bien ou du mal. Il va simplement adapter son attitude au fil des apprentissages, volontaires ou involontaires, que vous allez lui faire. Et c'est souvent pour ça qu'on a des problèmes de comportement avec les chevaux, parce que souvent on va créer des résistances. Et là, du coup, on va embrayer tout de suite. On a tendance à être trop dans le contrôle, et justement, ce problème de longe que les gens tiennent souvent serré sous la tête du cheval, ça a tendance à provoquer des défenses, des réticences.
Et après, et alors que c'est quelque chose qui peut être vraiment facilement évité, il suffit d'y penser. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez jamais reprendre votre longe un peu plus court. Non, bien sûr, vous pouvez la reprendre. Mais ce que je vous parle ici, c'est que les gens ont toujours la main sous le licol pour être sûr de garder et d'avoir le contrôle au cas où il se passe quelque chose. Donc non, quand tout va bien, on lâche cette longe. Et puis rien que le fait que vous ayez déjà la main prête au cas où il se passe quelque chose, ça donne l'idée à votre cheval que, en fait, il va peut-être se passer quelque chose. Lâchez cette longe, du coup vous avez votre main droite pour indiquer des choses au cheval. Vous avez votre main libre, comme vous savez, quand j'envoie Caresse à distance, avec ma main droite, je lui dis va et je lui montre l'endroit. Du coup, cette main vous permet vraiment d'appeler le regard du cheval sur ce que vous voulez lui montrer, ou peut-être même de le ramener à vous. Et donc ça, ce sera encore le sujet d'une autre vidéo là-dessus. Et puis voilà, toujours dans cette idée de confiance, hein, voilà, vous savez que j'aime beaucoup travailler ça avec mes chevaux. On termine par une bonne séance de travail monté. Et là on travaille la franchise avec un petit directionnel. Et puis une très très longue ligne de barre au sol qui était pas facile physiquement, mais Caresse s'est vraiment bien débrouillée. Après on en vient à une belle séance en duo. Et donc là une belle séance en duo où Caresse était en licol monté, tandis qu'Abantos était à pied en liberté. Dans cette séance, le but c'était de jouer avec un cerceau et qu'Abantos vienne mettre sa tête dans un cerceau que je lui présentais. Alors ça évidemment, j'ai commencé la veille déjà par apprendre à Abantos à me mettre sa tête dans le cerceau. Ça c'est quelque chose que j'avais déjà appris à Caresse, donc je vous remets quelques images ici avec Abantos, mais c'est vraiment, j'ai utilisé vraiment la même méthode. Donc je vous remets ici le lien si vous voulez voir les étapes pour apprendre cet exercice. Et donc après, le lendemain, j'ai expliqué le rôle à chaque cheval. Une Caresse, son rôle, c'était être calme, pas bouger quand je bouge le cerceau au-dessus de son dos. Quoi que je demande à Abantos, elle ne devait pas bouger. Et je me suis aussi entraînée à laisser tomber le cerceau depuis son dos, au cas où, voilà, je dois lâcher le cerceau en urgence, pas qu'elle en ait peur. Voilà, j'essaie de me préparer au maximum de situations possibles. Et puis voilà, réexpliquer le rôle à Abantos, on fait le même exercice que la veille, on passe sa tête dans le cerceau. Donc je lui ai montré d'abord l'exercice à pied à côté de Caresse. Et puis après, voilà, j'ai pu passer, monter. Et donc c'était vraiment super. Abantos était très connecté et pourtant il y avait beaucoup de vent ce jour-là, il suivait, il venait en rappel, c'était vraiment magique. Mais par contre, j'ai eu deux petites déconnexions parce que je me suis trop concentrée sur Abantos. Abantos était beaucoup dans le jeu, puis c'était à lui que j'avais faire les demandes de venir, de mettre sa tête dans le cerceau, donc j'étais beaucoup trop focus sur lui et du coup, Caresse a été un peu frustrée parce que je m'occupais plus d'elle et du coup elle a envoyé balader 2 fois Abantos. Et du coup, ces 2 fois-là, Abantos a eu des ordres contraires. Moi qui lui dis viens vers nous et Caresse qui lui dit casse-toi. Donc du coup il y a eu une incompréhension, un stress, il est parti broute. À savoir, là j'en profite aussi pour vous dire là, un cheval qui broute, c'est souvent aussi un signe de stress ou de frustration. Il se réfugie dans la nourriture. Donc c'est pas anodin. Souvent quand j'ai une déconnexion, le cheval, souvent, vous avez déjà pu le remarquer, quand le cheval va se déconnecter, il va souvent aller brouter derrière. Parce qu'il y a eu pas un gros stress, mais un petit stress, voilà, une incompréhension, une frustration, hop, du coup, voilà, il la comble avec autre chose. Et donc voilà, et donc là c'était vraiment mon erreur en fait. J'avais expliqué son rôle à Caresse au début, qu'elle devait être calme, j'avais félicité, mais ensuite, voilà, je me suis plus connectée à elle, je l'ai plus assez valorisée dans son rôle, alors qu'elle était vraiment bien, reine longue et tout, je touchais à peine au licol. Et puis c'était quand même un rôle important, elle, de rester calme, alors que j'étais là au-dessus de son dos à bouger le cerceau, à demander des choses à Abantos. Et elle devait quand même être vraiment réactive, parce que par moments je lui demandais d'avancer, de s'arrêter, de repartir à gauche, de repartir à droite. Donc voilà, elle pouvait pas juste être là et dormir. Elle devait juste être réactive et calme. Ce qui est en fait pas spécialement facile pour un cheval. J'ai pris en fait trop son rôle pour acquis pendant trop longtemps, et j'ai plus établi de connexion. Et comme j'ai plus établi de connexion avec elle, elle s'est permis, elle, vu qu'elle n'arrivait pas à se connecter à moi, de se connecter à Abantos pour laisser échapper sa frustration. Et on voit par là, voilà, que les chevaux ont vraiment en fait ce besoin d'être dans la communication tout le temps. Quand vous fermez la communication, et voilà, on peut avoir des problèmes, bon là qui ne sont pas très graves, mais voilà, on a les choses qui commencent à se dérégler. Et ça, d'habitude, elle ne le fait jamais s'adresser à Abantos. Quand on est en duo, je vous ai toujours dit, ils savent que tout passe par moi, la communication passe par moi, et qu'ils doivent pas se dire des choses entre eux. Mais le problème, c'est que là, la communication ne passait plus par moi pour Caresse. Et donc du coup, voilà, elle s'est permis de rouvrir la communication avec Abantos. Donc ça, c'est vraiment un cas très intéressant. Et hormis, voilà, ces 2 déconnexions de ma faute, ça a été vraiment extra. Et ce qui m'a vraiment épaté, c'est la façon dont Caresse ne s'est vraiment pas laissée gagner par l'énergie d'Abantos, surtout quand je lui demandais des rappels autres.
ensuite, bah voilà, on continue avec nos séances. Et donc là, on va de nouveau retoucher une notion dont je vous parle souvent, c'est la décontraction. Je voulais travailler cette semaine-là avec Avantos de nouveau des exercices pour travailler son autonomie, sa confiance en lui, voilà, comme toujours. Donc là, je vais vous en expliquer un, et plus plus dans la vidéo, vous en aurez encore deux. Donc là, c'était un bête envoi à distance sur des barres au sol. Sur des barres au sol toutes simples, mais lui les barres c'est vraiment pas son truc. Souvent je vous disais je lui mets une barre pour venir vers moi en rappel, hop il va la contourner alors qu'il y a juste une bête barre par terre. Donc là on travaillait l'envoi à distance sur des petites barres au sol. Et donc là en fait pour avoir ça, c'est pas en allant lui montrer les barres etc, ça va pas suffire. J'avais vraiment besoin de le décontracter à fond mentalement. Donc je suis passée par la technique de la marche en synchronisation, ça je vous en avais déjà parlé. Et donc ça a vraiment bien marché pour le faire redescendre dans son corps. Parce qu'il était en plus vraiment un petit peu stressé là en début de séance. Clairement je lui aurais montré les barres dans cet état là, il se serait pas concentré, il aurait peut-être jambé 2 barres à la fois, marché sur une, il se serait encore plus fait peur et puis voilà. Donc il avait vraiment besoin de redescendre vraiment dans son corps, dans ses sensations. Et donc bah voilà, de nouveau ça part toujours de vous. Si vous redescendez dans votre cœur, dans vos sensations, vous vous concentrez sur la marche, vous vous connectez, vous vous concentrez sur votre respiration, comme on en a parlé la dernière fois. Et puis alors voilà, au début vous vous calez sur votre cheval. S'il marche un peu vite, c'est pas grave. Vous allez adopter sa démarche pour chercher l'harmonie. Le cheval va noter, ah là on est en harmonie. Et une fois que vous sentez que votre cheval s'est connecté, a senti cette harmonie, hop, là vous allez commencer à changer de rythme pour le ralentir. Et vous allez voir que votre cheval va vous suivre parce qu'il va essayer de retrouver cette harmonie avec vous. Donc il va chercher vraiment à, dès que vous avancez jambe droite, à avancer antérieur droit. Quand c'est jambe gauche, il va avancer antérieur gauche. Et voilà, il faut vraiment faire ça progressivement parce que si vous ralentissez trop vite le rythme, votre cheval va se déconnecter parce que vous allez vraiment rentrer en disharmonie et qu'il y aura trop de chemin à faire pour lui vous rejoindre dans votre harmonie. Donc voilà, descendez vraiment progressivement et cherchez vraiment cette connexion aussi dans l'arrêt, aussi dans le reculé, que tout soit vraiment synchro. Et là on voit vraiment qu'il se détend, qu'il est vraiment tout chamallow comme ça. Et du coup, bah, comme il était dans la déconstruction, il a pu tout à fait prendre sur lui pour aller seul dans l'exercice parce que comme le niveau de stress était à 0, quand je lui ai montré les barres et qu'il a dû aller tout seul, bah, le niveau de stress, quand je dis stress c'est juste tension, hein, c'est pas forcément une panique, mais c'est juste la tension est un petit peu montée de 1 ou 2 parce que voilà c'est un exercice qu'il n'aime pas forcément faire seul, mais c'est resté à un niveau tout à fait acceptable. Alors que si vous envoyez votre cheval sur un exercice comme ça qui vous savez le met un petit peu en tension, et qu'il est déjà au niveau de stress 2, 3, voire 4, 5, parce qu'il est déjà bien énervé, là vous allez monter encore plus le stress avec l'exercice et vous allez avoir une explosion. Donc c'est pour ça, soyez toujours vigilant de où en est votre cheval, de son niveau de tension. Et donc ça, de nouveau, bah, c'est pas le contrôle du cheval, parce que le cheval, bah, il va maîtriser, c'est pas lui-même, parce qu'il va lui-même vous chercher l'harmonie et se mettre avec vous. Donc ça permet vraiment au cheval de se maîtriser lui-même et de trouver une solution pour se calmer en prenant conscience de chacun de ses pas et former une bulle avec vous. Parce qu'à aucun moment je ne l'oublie, je suis pas en train de vous dire vous tirez sur la longe, vous tirez sur votre main pour la ralentir. Non, c'est vraiment partir de l'harmonie que vous mettez avec votre cheval et demander à votre cheval ensuite de venir vous rejoindre dans votre harmonie. C'est vraiment uniquement de la connexion, de la communication, et si vous la faites au bon moment, toujours le bon timing, votre cheval va vous rejoindre, et ça va justement lui permettre de s'apaiser de lui-même, et c'est quelque chose après qu'il peut réutiliser. Et ce qui est important aussi, surtout là au niveau de l'envoi à distance dans les barres, c'est de ne pas maintenir la demande pour maintenir le mouvement. On cherche toujours, rappelez-vous, la finesse. Et donc c'est pour ça que pour ne pas devoir maintenir toujours votre demande en disant vas-y, 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 vas-y tout le long des barres, c'est vraiment important d'avoir des codes clairs de début, de milieu et de fin. Donc le code de début, c'est quand je l'envoie et que je lui dis va. Le code du milieu, ça va être l'encouragement. Je vais dire voilà, t'es dans le bon, ou je note qu'il a donné le début de bonne réponse et que je l'encourage à continuer. Et là, il n'y a vraiment aucune pression dans ma demande, il n'y a même plus de geste, c'est simplement que je le tiens avec ma voix pour dire voilà, on est toujours bon, c'est super, voilà, continue. Et la fin de l'exercice, c'est quand je mets ma voix de félicitation, et donc là, je vais en plus donner le bonbon, et alors là, je fais ma pause dans mon énergie, je redescends dans mon énergie, je mets vraiment une voix joyeuse pour dire que c'est très bien, il a le bonbon aussi, et voilà. Et là, il sait qu'à partir de là, quand je mets cette voix-là et que je descends mon énergie, on est bon, c'est la fin de l'exercice. Et donc comme ça, vous n'avez pas besoin d'entretenir la demande, parce que vous avez votre code de début, votre milieu où vous le soutenez simplement dans votre voix, et puis la fin où on baisse l'énergie et on récompense. Et donc le cheval, du coup, il sait qu'il va s'exécuter tant qu'il n'a pas la félicitation et qu'il n'est pas arrivé, du coup, à la fin de l'exercice. Il n'a pas ce doute de se dire est-ce que c'est fini, est-ce que c'est pas fini, parce que souvent, ce qu'on peut voir dans des exercices un peu comme ça, d'envoi à distance un peu plus long, un peu plus complexe, on voit des chevaux qui sont un petit peu hésitants,
Pourquoi? C'est pas parce qu'ils connaissent pas l'exercice, c'est simplement qu'ils sont pas très sûrs de quand est-ce que l'exercice est fini. Et après avec Avantos on est parti un petit peu en balade, là ce jour-là on a fait une grande rando et on a croisé des moutons en liberté dans un chemin, donc ça c'est juste pour la petite anecdote. C'était très drôle, je pense qu'ils avaient dû s'enfuir d'un pré, et donc du coup bah, on a raccompagné les moutons jusqu'au bout du chemin, jusqu'à leur prairie. Avantos n'a pas du tout eu peur, alors que c'était quand même une situation un peu extraordinaire. Mais là, il a pas eu peur. Pourquoi? Parce que de nouveau, on a été tout de suite dans la communication et que je lui ai tout de suite donné un rôle. Donc je lui ai dit, regarde, on va pousser les moutons, c'est toi qui vas contrôler les moutons. Et donc il a vu tout de suite qu'en effet, quand il marchait vers les moutons, que les moutons se poussaient, comme il contrôlait la situation, de nouveau, bah, il n'y a pas eu de stress. Et donc on voit par ce tout petit exemple, en fait, que ce que je vous dis toujours, il ne faut pas que vous contrôliez votre cheval, mais il faut que votre cheval ait l'impression de contrôler la situation, qu'il soit maître de lui-même et du coup de ce qui l'entoure, et c'est ça qui va le rassurer. Et donc c'est pas en contrôlant votre cheval que vous allez y arriver. Après on passe au chapitre suivant, donc là on va parler un petit peu des pieds nus. Je vous disais voilà, nouvelle équitation, c'est aussi toutes les nouvelles modes, les nouvelles choses qu'on essaye autour du cheval. Donc voilà, de nouveau, moi je suis pas spécialement anti-fer pour l'idée d'être anti-fer. Quand on a un cheval extrêmement sensible et qu'on fait des routes goudronnées tous les jours ou des chemins dans les montagnes avec énormément de cailloux, voilà, pourquoi pas mettre un petit fer. Après, le fer pour la structure du pied, on va convenir en effet que c'est pas la meilleure solution et qu'en plus ça ne donne pas les bons appuis. On dérègle complètement les appuis. Donc voilà, c'est pour ça qu'Arrête je l'ai mis pieds nus, parce qu'on fait principalement des sols meubles et qu'on fait pas des balades énormes. Simplement, comme vous le savez, on s'est mis à l'endurance. Sur 20 km pieds nus, ça a été très bien. Mais je sais quand on fait des distances un peu plus longues et qu'il y a un peu plus de cailloux, ça va devenir compliqué. Donc cet été, je vous ai dit, on a pas mal de sorties de prévues. Je vous laisse la surprise pour ça. Mais donc en prévision de nos endurances de cet été, j'ai investi et donc j'ai pris des chaussures Explora, pouvoir les mettre au cas où. C'est pas pour les mettre tout le temps, mais c'est pouvoir les mettre, voilà, peut-être un jour sur deux, enfin bon. Et alors, voilà, je vous avais dit qu'Arrête est très tatillonne au niveau de ses pieds, on a beaucoup progressé, mais dès qu'il y a une nouvelle sensation sous ses pieds, c'est compliqué. C'est pour ça que les hipposandales, l'an passé, on me les avait déjà proposées quand j'avais commencé l'endurance, et j'avais préféré attendre un peu parce que je savais très bien que ça allait être une cause de stress. Entre temps, voilà, on a encore beaucoup progressé avec la confiance, et donc du coup, je me suis dit que ça allait se passer beaucoup mieux. Et j'ai eu raison d'attendre parce que quand je lui ai mis, sa première réaction, ça a vraiment été de trembler sur ses jambes. Et elle était vraiment impressionnée. Alors, je vous rassure, c'est très vite passé. Mais là, simplement, c'était important de nouveau de noter ça et de pas lui dire oh non, mais c'est rien, tu fais de la comédie. Non, c'est au contraire de l'encourager. Et donc, dès que j'ai vu qu'elle commençait à s'inquiéter, ce qui est hyper important, c'est de ne pas laisser se gagner par l'inquiétude en se disant oulala, ça va pas du tout. Faut pas du tout avoir cette pensée. Il faut vraiment essayer un maximum de mettre de la joie et de pas douter vous-même que ça va aller et de pas dire non plus à votre cheval oh mais tu fais de la comédie, c'est rien, arrête un peu. Non. Voilà, et donc c'est important de pas montrer que vous avez peur, parce que si le référent du cheval doute, il va se dire bah j'ai raison d'avoir peur, si même mon référent est en train de douter. Nous on est persuadés que ça va aller, et puis on encourage le cheval. Je dis voilà, mais regarde, c'est bien. Et puis à chaque fois qu'elle faisait un pas avec, je disais voilà, regarde, c'est bien. Au début, c'était vraiment pas par pas, elle tremblait un petit peu sur ses jambes, c'est dommage qu'on n'ait pas filmé ça. Mais de nouveau, voilà, j'étais très connectée à elle à ce moment-là et j'ai pas pensé à sortir la caméra. Et voilà, ça n'a pas duré longtemps, avec les encouragements, et comme elle a vu qu'à chaque fois qu'elle faisait un pas, je la félicitais, je disais mais voilà, c'est super, regarde, c'est comme ça. Bah, elle est vite passée au-dessus, et puis après, bah, j'ai vite emmené à marcher sur des gros cailloux, il y en a à l'entrée de la pension, elle râle toujours un peu pour passer dessus, parce que c'était vraiment des gros morceaux de cailloux. Donc là j'ai été tout de suite lui montrer, et là tout de suite bah, elle a compris que ça lui permettait d'être moins sensible des pieds, donc elle a vraiment été conquise. Donc à pied pas de soucis, on a testé au pas, au trot, pas de soucis. Et puis après bah, on les a testés montés, vraiment bien au pas, au trot. Je suis contente parce qu'elle a réussi à partir au galop, et comme vous savez elle, c'est un petit peu compliqué hein, toujours au niveau de ses jambes. Dès que le sol est un petit peu différent en balade, un peu trop mou, un peu trop dur, elle va avoir du mal à prendre son galop, hein, ça reste un trotteur. Il faut vraiment que le sol soit bien plat pour qu'elle arrive à lancer sa première foulée de galop. C'est pas toujours facile, des fois elle se mélange un peu au moment des départs, surtout en extérieur quand elle est un petit peu plus tendue, hein, de nouveau on revient toujours à ça, la décontraction. Et là je suis contente parce que les chaussures l'ont pas perturbée, elle les avait vraiment adoptées, elle est partie tout de suite au galop. Et du coup, bah, sur les passages où il y avait un petit peu plus de cailloux, où des fois elle perdait un peu le galop à cause de ces cailloux, bah là du coup elle l'a pas du tout perdu. Donc j'étais super contente, mais voilà qu'à la fin de notre galop, qui était quand même un bon galop,
et ben elle perd les chaussures. Elle a perdu la chaussure droite que j'ai pu récupérer après. Et voilà, donc du coup je suis un peu mitigée par rapport à ça parce que j'avais quand même pas mal serré. À voir si j'arrive à les serrer un petit peu plus pour que ça tienne. Maintenant je me dis, s'il faut s'amuser à chaque fois qu'on galope à aller rechercher les chaussures, voire carrément à les perdre suivant où on est, ça va être un petit peu compliqué. Donc là ce sont des Explora en taille E3 pour Caresse. Pour Avantos j'avais des Scoot Boots, pareil aussi, il les a perdus énormément de fois. Par contre après j'avais fait mettre des sangles anti-boue par-dessus. Et ça c'est vrai que ça lui permettait de ne plus les perdre. La seule fois où je les avais vraiment perdus, c'est quand on avait galopé dans la rivière, mais il y avait énormément d'eau, donc il avait de l'eau pratiquement jusqu'au ventre, et on avait galopé là-dedans. Je pense que là, bon, il n'y a peut-être pas beaucoup de chaussures qui auraient tenu. Mais sinon, voilà, avec les sangles anti-boue, les Scoot Boots lui tenaient bien. Le problème des chevaux pieds nus, c'est un peu ça, c'est que quand on veut mettre des hipposandales justement pour faire des endurances un peu plus longues, faire des chemins un peu plus caillouteux, faire des randos, ça devient compliqué parce que trouver une chaussure qui va bien à son cheval, ça peut être long. Et puis des fois, bah, simplement, ça ne tient pas. Moi je connais beaucoup de gens qui ont essayé plein de paires et puis rien ne tenait vraiment. Et voilà, et après il y en a, leur cheval, bah, tout ça a été du premier coup, voilà. Donc c'est un peu une loterie. Et c'est vrai que c'est un peu l'inconvénient des chevaux pieds nus quand on se lance dans les hipposandales. Je crois remarquer que c'est vraiment pas facile d'avoir quelque chose qui tient bien. Ensuite, bah voilà, on continue avec le dernier gros chapitre de cette vidéo sur les choses qui gravitent un petit peu autour des chevaux, et donc on va parler maintenant d'acupuncture. Alors l'acupuncture c'est pas du tout quelque chose de nouveau, ça vient de la médecine chinoise et donc c'est quelque chose de même très ancien, en tout cas au niveau humain. Maintenant utilisé sur les chevaux, c'est quelque chose qu'on n'entendait pas spécialement quelques années en arrière ou qui n'était pas aussi répandu. Maintenant on commence à en entendre un petit peu plus parler, et donc ça aussi c'est chouette. Je trouve que au niveau des chevaux on commence vraiment à se diversifier. Bah voilà, il y a le shiatsu, il y a plein de techniques de massage maintenant, il y a plein de nouvelles méthodes aussi au niveau énergétique qui circulent. Alors voilà, il y a aussi la communication animale. Alors de nouveau, ça on y croit, on n'y croit pas, mais je trouve qu'en tout cas le mouvement d'aller comme ça en avant et d'essayer plein de choses un petit peu différentes pour améliorer la vie des chevaux et essayer de les comprendre un petit peu plus aussi à travers ces nouvelles façons de les observer et de les soigner, je trouve voilà, que ça c'est vraiment quelque chose de très positif. Alors ici, dans cette session vidéo, je vais vous faire part du coup des visites pour Caresse et Avantos par un acupuncteur équin. Je vous en avais parlé un petit peu la dernière fois que je voulais faire voir Avantos pour son petit problème à main gauche où il était vraiment gêné, et pour Caresse au niveau de ses problèmes respiratoires. Bah voilà, pour rappel, l'acupuncture c'est de la médecine chinoise, c'est un petit peu les mêmes bases que le shiatsu, disons qu'on va réutiliser voilà, les mêmes méridiens. C'est aussi l'idée de refaire circuler l'énergie dans le corps, simplement ça va être beaucoup plus profond que le shiatsu. Le shiatsu on agit beaucoup plus en surface et l'acupuncture va aussi beaucoup plus tenir dans le temps vu qu'on agit plus profondément. Donc voilà, en gros résumé. Donc en fait ce qui se passe, que voilà le vétérinaire acupuncteur qui est venu m'a expliqué, c'est qu'en fait quand on pique avec l'aiguille on crée un état inflammatoire. Cet état inflammatoire va permettre de stimuler ensuite les différents points sur les méridiens où on a piqué pendant 7 jours et de réharmoniser l'énergie dans le corps. Donc du coup bah voilà, les séances ont commencé pour Avantos et pour Caresse par un scanning. L'acupuncteur parcourt vraiment tout le corps du cheval, regarde également la langue. Après voilà, il me dit qu'est-ce qu'il a vu à quel endroit. Ensuite il pose les aiguilles sur les bons méridiens et ensuite il refait le même genre de scanning, et là c'est assez bluffant parce qu'on voit vraiment la différence entre le premier scanning et celui après la pose des aiguilles. Donc pour Caresse, elle avait vraiment un gros état inflammatoire selon lui, donc évidemment souci au niveau du poumon mais aussi un bon gros souci au niveau de l'estomac, et donc ça tout pourrait également venir du coup de cette gêne à l'estomac et donc de ce feu à l'estomac. Il confirme quand même que selon lui il y a quand même un terrain allergique ou un terrain respiratoire à problème chez elle, et là un terrain un peu plus compliqué voilà, pour l'estomac et les poumons, ça c'est clair. Il a vu aussi un petit quelque chose au niveau du gros intestin, mais comme voilà, il y avait vraiment ce gros état inflammatoire au niveau de l'estomac, des poumons, de la gorge également, il pensait qu'il y avait peut-être un petit coup de froid. Le gros intestin on le traitera dans une séance postérieure. Et donc au début, bah voilà, quand il a fait le scanning, c'est vraiment dommage que je vous ai pas filmé ça parce que voilà, c'était au tout début de la séance, j'ai pas pensé tout de suite à sortir la caméra, je regardais un peu ce qu'il faisait, etc.
Et c'est vrai qu'il réagissait très très fort quand il est passé au niveau de la gorge, toute la ligne du dos, notamment à l'arrière du dos, vraiment juste derrière la selle, là, à cet endroit-là, elle a vraiment réagi très très fort. Voilà, toute cette partie à gauche, vraiment très 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 réactif, et donc ça correspondait voilà, à l'estomac, les poumons et le gros intestin. Et donc il a travaillé ça avec des aiguilles pendant à peu près 20 minutes. Et quand il a refait le scanning après, la jument elle bougeait plus. Il a retouché tous ses points et on est passé d'une jument qui était vraiment, elle commençait à s'énerver. Je m'étais dit à un moment donné, je voyais avec les oreilles en arrière, le postérieur qui se levait un peu, je me dis commence à être pas trop contente. Et quand on a refait exactement le même scanning après, elle bougeait plus. Vraiment c'était comme s'il n'y avait jamais rien eu. C'était vraiment fou. Et après, pour Apanthos, lui c'est pas du tout un état inflammatoire, c'est plutôt un déficit d'énergie au niveau de la rate. Et du coup, pour son problème que j'avais à main gauche, où vraiment dès que je tournais, comme je vous disais, il se défendait, je pensais que ça venait du postérieur droit. On avait résolu normalement le problème avec l'ostéo, mais comme je me disais à main gauche ça va toujours pas, je m'étais dit il y a toujours un problème au niveau de ce postérieur droit. Et apparemment non, il a confirmé que le postérieur droit ça va, par contre c'était au niveau de l'antérieur droit. Donc du coup pareil, là on voit au début du scanning, il réagit un petit peu sur les 3 points, donc au niveau de la croupe, au niveau de l'épaule et au niveau de la gorge. Et on voit que voilà, là j'ai pu filmer, c'est beaucoup moins spectaculaire que chez Caresse qui réagissait énormément au début, mais voilà, en tout cas on peut voir chez lui aussi qu'après la pose des aiguilles, clairement il réagit beaucoup moins, voire carrément plus du tout, surtout sur le point au niveau des fesses. Voilà, alors ici nous sommes 2 jours après la séance d'acupuncture. Donc l'acupuncteur nous avait dit de laisser un jour de repos pour Apanthos et Caresse et puis de continuer à retravailler normalement pour voir un peu. À savoir évidemment l'acupuncture, c'est pas une séance qui résout tout. C'est vraiment un travail sur le long terme. Il y a une deuxième séance qui est prévue pour nous en juin. Et voilà, et après probablement un suivi si je suis contente du résultat. Il m'avait dit, voilà, au bout de 2 jours quand je vais remonter, peut-être je vais déjà avoir une amélioration. Mais en tout cas, l'amélioration va continuer sur 7 à 15 jours après la première séance. Et pour le moment, je suis assez convaincue. Parce que clairement pour Caresse, il y a eu un mieux. Elle a toussé un petit peu plus les 2 soirs après la séance d'acupuncture quand elle rentrait au box. Ça, il m'avait dit que ça pouvait s'empirer un petit peu avant d'aller mieux. Par contre, pour notre première séance montée après du coup la séance d'acupuncture, là c'était vraiment beaucoup mieux. Surtout que là on a fait une grosse séance, on a pas mal sauté. Et d'habitude, voilà, entre les sauts, elle avait tendance à être un petit peu gênée. On devait faire une petite pause, s'arrêter, la laisser avoir une petite quinte de toux, alors que là pas du tout, elle a toussé un petit peu après l'échauffement et après de toute la séance elle n'a pas été gênée du tout, on a pu enchaîner les sauts, donc du coup pour le moment je suis vraiment convaincue, surtout comme je vous dis voilà il y a encore de l'amélioration qui va se voir sur 7 à 15 jours et que de toute façon on a d'autres séances de prévues. Donc voilà, du coup avec Caresse on a pu bien bosser, on a bossé avec notre coach sur un auxerre avec un abord au trot avec des barres au sol avant l'auxerre pour qu'elle se redresse vraiment avant son saut. Et je dois dire que voilà, ça lui a vraiment pas posé de problème cet exercice, vraiment elle m'impressionne par ses progrès à l'obstacle. Alors pour Apanthos, clairement lui j'ai vu une amélioration également. Moi j'avais pas dans l'idée en fait que le problème venait de l'antérieur droit chez Apanthos. Et là la première séance remontée après l'acupuncteur, j'ai pu en effet voir que oui, là où il y avait une gêne c'était bien l'antérieur droit. C'est-à-dire que dès que je l'ai passé à main gauche, tout de suite j'ai senti, il a mis tout son poids sur l'antérieur gauche, il a pas voulu mettre de poids sur l'antérieur droit et il est parti tout de suite sur un petit cercle à l'intérieur de la piste il tombait vraiment à l'intérieur, à main gauche, il voulait pas du tout s'appuyer sur l'antérieur droit. Et je me suis dit, bon, à première vue, apparemment, il n'y a pas d'amélioration, du coup, après cette première séance d'acupuncture. Et donc, je continue un petit peu à le travailler. Et alors, ce que je fais, c'est qu'au pas, je commence tout doucement à lui demander vraiment gentiment à mettre un petit peu de poids sur cet antérieur droit. Donc, je lui demande le pli à gauche. Avec ma jambe, je lui demande un peu plus de poids sur l'antérieur droit et moi je mets vraiment tout mon poids à gauche, j'exagère vraiment énormément le mouvement, c'est que je lui dis voilà t'auras pas du tout mon poids à droite. Et je me suis rendu compte qu'en faisant ça pour voilà le rassurer un peu, lui montrer vraiment qu'on y allait pas par pas, vraiment c'était mon idée de lui dire voilà mets un peu de poids, mets un petit peu plus de poids, encore un peu plus, et vraiment de lui demander comme ça en y allant vraiment petit coup par petit coup, et pas juste hop se retrouver à main gauche et dire bah voilà tu vas à main gauche normalement en mettant ton poids sur l'antérieur droit comme quand tout va bien. Et donc là le fait d'y aller vraiment par petites touches, il a accepté, il a essayé. En fait le problème en début de séance c'est qu'il n'a même pas essayé de mettre du poids à droite, c'est qu'il a tout de suite dit oulala non j'ai mal à droite, je vais pas du tout mettre de poids à droite. Alors que là en faisant ça, en fait il s'est dit ah oui en fait j'arrive à remettre du poids à droite. Je pense que ce problème d'antérieur droit durait depuis un petit moment, vu que bah voilà ça fait quand même quelques vidéos que je vous dis qu'il y a un petit problème de locomotion avec Apanthos. Et là clairement
Le fait de procéder comme ça, il s'est rendu compte, je pense du coup que grâce à la séance d'acupuncture, il n'a plus mal à cet antérieur, ou du moins moins mal je pense, et du coup il arrive à remettre un petit peu plus de poids. Du coup on a fait ça au pas, après j'ai réussi voilà, à le marcher tout à fait normalement à main gauche, plus de soucis. Et puis après, pareil, on a refait ça au trot, où j'ai commencé voilà, par exagérer vraiment le mouvement. De nouveau, beaucoup de plis à gauche, mon poids également à gauche, la reine droite vraiment complètement avancée, écartée vers sa bouche, vraiment sans tension. Et la jambe gauche, vraiment très légèrement pour l'amener petit à petit sur cet antérieur droit. Et là pareil, au début il s'est un peu stressé, puis après il s'est dit « Ah oui, ça va ». Donc je pense que c'est pas encore entièrement réglé, mais clairement, ça va mieux, il arrive maintenant à remettre du poids sur cet antérieur. Et le gros problème c'était que voilà, maintenant il avait dans l'idée que ça lui faisait mal, donc il avait du mal à y retourner. Et là comme il sent que ça va un peu mieux, on est sur la bonne voie. Donc je suis vraiment très contente. Et ce que j'ai remarqué aussi, une belle avancée pour Aventus, alors que c'était pas forcément le problème à la base, c'est qu'il engageait beaucoup plus qu'avant. J'ai trouvé qu'il avait beaucoup plus d'énergie au niveau des postérieurs, et d'ailleurs voilà, ça rejoint un peu ce que l'acupuncteur avait dit, qu'il y avait un manque d'énergie dans la rate, et que l'énergie était pas mal bloquée chez lui, et donc c'est vrai que je l'ai senti bouger beaucoup mieux, avec beaucoup plus d'impulsion et d'engagement. Sinon voilà ce qu'on a travaillé avec Aventus lors de la même séance, parce que voilà, j'ai vraiment monté pas trop longtemps pour voir un petit peu comment il était. On a travaillé de nouveau des exercices pour travailler l'indépendance, évidemment. Toujours son gros problème chez lui, on sait bien, sa confiance en lui, donc j'essaie toujours d'orienter mes séances autour de ça. Donc on avait un petit dispositif là, avec des barres en slalom entre des bidons et des cônes, un peu sur la même idée que la semaine passée avec la bâche et les cônes. Il devrait vraiment voilà, trouver son chemin sur les barres en passant entre les bidons. Et donc au début, voilà, on voit tout de suite, il me dit « Oulala non, là je vais pas là-dedans, il y a trop de trucs, c'est trop compliqué ». Et donc je décompose, au début je le fais passer sur 2 barres, je le laisse sortir du dispositif. Et puis après, petit à petit, je vais avec lui et on passe de plus en plus de barres. Voilà, toujours de nouveau. Accepter les noms, aller au rythme du cheval, ça peut paraître un exercice tout bête, oui peut-être, voilà, en effet, caresse, je suis sûre que j'aurais demandé ça, elle serait passée tout de suite. Pour Aventus, voilà, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué, de nouveau, se mettre à la place de son cheval, et c'est pas parce que pour vous c'est évident, et pour qu'un autre cheval c'est évident, que ce sera pour votre cheval. Donc voilà, allez à son rythme, et puis vous voyez qu'à la fin, il le fait très très bien, il le fait même tout seul, du coup. Alors là, je le guidais beaucoup au regard, c'est-à-dire que je regardais vraiment moi là où je voulais l'envoyer. Quand je l'envoyais sur mes barres, je regardais vraiment le cône qui était tout au bout et je fixais ce cône là pour lui donner justement la direction de la première diagonale. Et une fois qu'il arrivait sur le milieu du dispositif, hop, je tournais la tête pour regarder un peu plus vers la gauche pour qu'il tourne aussi à gauche. Alors ça au début je le faisais en étant à côté de lui et après je le faisais à distance. Il avait mémorisé aussi le chemin, mais vraiment le regard l'aidait beaucoup et le stressait moins du coup que si vous commencez à de nouveau à le pousser, à le tirer et à de nouveau être dans le contrôle. Le fait d'utiliser comme ça juste ce regard, vous rendez le cheval fin et vous lui permettez de se concentrer vraiment sur ce qu'il fait et pas sur ce que vous lui imposez de faire. Et ça lui permet de faire les choses à son rythme en comprenant le chemin que vous lui montrez mais en le faisant de son côté tranquillement. Et donc ça voilà, c'est vraiment un truc qui fait réfléchir aussi, voilà, de trouver son chemin sur des barres, entre des cônes, ça pousse à l'autonomie, ça pousse à la réflexion, c'est vraiment sympa. Et ce que j'ai remarqué aussi en faisant ça, après un exercice comme ça qui est un petit peu stressant pour Aventus, où il a vraiment dû un petit peu se concentrer, rester calme, voilà, se concentrer sur ses foulées, voilà, être vraiment bien concentré. Après un exercice comme ça, la meilleure récompense en fait que vous pouvez faire à un cheval qui est dans ce cas-là, c'est pas vraiment la caresse ou le bonbon à ce moment-là, c'est vraiment de laisser l'énergie un petit peu s'évacuer, de laisser les tensions s'évacuer et de proposer, comme je le fais là, un petit rappel au trot, un petit départ au trot. Ça sert à rien, hein, comme je vous disais, de trotter 1 heure, mais les petits départs au trot, les petits départs au galop, ça permet vraiment de libérer les tensions. Et j'ai vraiment vu, une fois que j'ai commencé à faire comme ça, après les barres, on fait un petit peu de trot, il y allait avec beaucoup plus de plaisir parce qu'il savait que derrière, il pouvait évacuer le stress. Alors que si vous arrêtez votre cheval et que vous récompensez tout de suite, voilà, il reste un petit peu comme ça dans cette tension et il profite pas vraiment de sa récompense, de son bonbon à ce moment-là. Et voilà, après on a continué pareil, toujours dans la même idée, cette fois avec un saut que je lui lançais. Ça c'est un exercice qu'on avait fait aussi il y a quelques temps, ça faisait longtemps que je l'avais pas refait, donc je lui lance un saut, il va jusqu'au saut, il va le ramasser. Et puis on a combiné du coup avec ça, avec les barres et les cônes, où justement je mettais le seau à un endroit dans le dispositif et lui devait aller le chercher. Et là on voit que tout de suite, hop, il y a 2 exercices, il y a réfléchir à trouver son chemin entre les barres
et il y a prendre le seau. Là tout de suite il se disait aller tout seul faire ça c'est trop compliqué, on voit d'ailleurs au début il tourne autour du dispositif, il n'a pas trop envie d'aller chercher le seau, il reste en périphérie. Et petit à petit voilà, il a commencé à aller un petit peu sur les barres pour aller chercher le seau, mais voilà, on voit que c'est toujours timide. Le but c'est vraiment qu'il y aille tout seul. Donc de nouveau voilà, je force pas, il a fait des progrès par rapport à ce qu'il faisait avant. Mais voilà, le but c'était vraiment ici qu'il réfléchisse de lui-même pour trouver son chemin de lui-même, pour trouver en fait le meilleur moyen d'attraper le seau. Donc du coup c'était pas très grave s'il passait pas sur toutes les barres. Je voulais vraiment qu'il réfléchisse et qu'il se dise par où c'est le plus facile pour atteindre le seau. Donc même s'il évitait un petit peu le dispositif, c'est pas dramatique parce qu'il a quand même cette réflexion de se dire je vais chercher le seau et même si je prends pas le chemin le plus direct pour y aller, et ben je fais un contour, je contourne les plots, je passe derrière pour y aller. Donc voilà, ça participe quand même à une certaine réflexion. Et voilà, donc là on va maintenant terminer cette vidéo avec juste une petite image de coucher comme je vous en mets souvent dans mes vidéos. J'en profite juste pour vous réexpliquer un tout petit peu parce que je sais que j'ai eu la question plusieurs fois et parce que je trouve aussi que ça fait vraiment un lien avec le thème de cette vidéo, comment je demande le coucher à pied. Moi je le demande toujours en liberté, je sais que c'est pas quelque chose de très fréquent, les gens préfèrent en général partir en longe et puis ensuite l'obtenir en liberté. Le coucher c'est vraiment un don de soi et je veux vraiment que ce soit fait sans contrainte et je veux vraiment être sûre justement qu'il y ait consentement à ce niveau-là. On rejoint le thème de notre vidéo et donc pour moi c'est vraiment un exercice où le cheval s'il me dit non je vais même pas réessayer de le demander autrement, c'est non, c'est pas grave. Donc pour qu'ils comprennent quand même mon code au début, comment je faisais, j'allais dans un endroit où mon cheval je savais qu'il avait envie de se coucher, donc souvent quand la carrière l'été elle est vraiment très sèche, en général ils ont envie de se coucher, je lui douchais un petit peu les jambes avant ou complètement, je le douchais complètement après une séance s'il faisait vraiment chaud. Et donc là simplement mon cheval quand je le mets en carrière, tout de suite il va avoir envie de se coucher, il va même pas attendre en fait que je lui propose le coucher. Et donc simplement je faisais ça, donc je mettais mon cheval en carrière et tout de suite je tapotais le sol en disant coucher. Donc c'était simplement pour qu'il associe cette position que j'avais avec ce code que je mettais quand il se couchait. Donc au début bah voilà, on a fait ça plusieurs fois, que le cheval note vraiment que vous faites ce geste à ce moment-là. Et puis après bah, j'ai procédé à chaque fois de la même manière avec Domino, Caresse ou Apantos. Après vous pouvez commencer à le demander quand vous n'êtes plus forcément dans les conditions où il y a une super grande envie de se coucher, donc c'est-à-dire après une douche, quand la carrière est sèche. Je le demande toujours quand je sens que ça va être confortable quand même pour mon cheval. C'est un truc que je ne vais pas demander s'il y a beaucoup de bruit autour, si la carrière est détrempée. Je ne vais pas lui demander un truc qui va le mettre vraiment dans l'inconfort parce que pour moi c'est un bon moment qu'on va passer tous les deux. Je vais tapoter le sol et puis le cheval va se coucher. Et donc souvent bah, les premières demandes, je le fais quand je sens qu'il va y avoir une envie, j'essaie de précéder son envie de quelques millisecondes pour lui dire couche-toi. Comme ça, hop, il voit que je me mets comme ça et il sait qu'il avait envie de se coucher de toute façon, donc il le fait. Et puis après, bah, de plus en plus, vous pouvez demander, même quand votre cheval n'y pense pas du tout. Et donc voilà, et c'est vraiment plaisant parce qu'il s'associe très vite ce geste. Et maintenant, quand je fais ce geste, tout de suite, mon cheval, il va se mettre à sentir le sol, à gratter, et donc à me montrer qu'il a compris en fait ma demande. Et simplement après, bah, où il se couche, parce qu'il se dit oui, en effet, j'en ai envie. Ou il va arrêter de gratter, il va me regarder et il va rester comme ça arrêté à me regarder. Et ça veut dire j'ai compris, parce que voilà, il s'est mis à gratter, il s'est mis à renifler le sol, j'ai commencé le mouvement, mais en fait j'en ai pas envie donc je vais pas le faire. Et ça c'est vraiment pas grave, voilà. Après, mes chevaux c'est pas des animaux de cirque et comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, ce sont des êtres vivants, ce sont des individus, donc il n'y a pas de raison qu'ils soient soumis à ce que nous on a absolument envie de faire. Si t'as pas envie de se coucher, bah c'est pas grave. Moi je reste dans la relation, dans la communication. Et donc mon but n'est pas d'avoir un cheval qui, dès que je lui dis se couche, hop, il se couche au doigt et à l'œil. Ce qui est important, c'est qu'il comprenne ma demande, qu'il n'y ait pas d'incompréhension, mais sur cet exercice-là, il n'y a pas de souci. Et les chevaux, de nouveau, ils font la différence. C'est pas parce qu'on est comme ça très coulant sur un exercice où on dit ok, là j'accepte, tu me dis non, on le fait pas du tout. Pas pour autant que le jour où la sécurité est en jeu et que je lui dis par exemple sur un autre exercice, l'arrêt, bah, c'est l'arrêt, c'est haut, c'est stop, qu'il ne va pas le faire. Il sait très bien qu'il y a des exercices où si c'est non, c'est pas grave, et qu'il y a des exercices où c'est pour la sécurité, là c'est important, quand je lui demande l'arrêt, c'est l'arrêt. Et il y a d'autres exercices où il peut me dire non, parce que c'est peut-être un peu trop compliqué pour lui, etc. Et alors là, je vais simplement le reproposer autrement, ou redétendre avant pour proposer autre chose. Donc voilà, il y a vraiment différentes catégories, il y a des exercices comme le coucher, où quand il me dit non, on s'en fout, on change d'exercice. Il y a les exercices de sécurité où là on est d'accord tous les deux qu'il faut avoir un oui, et puis après il y a tous les autres exercices où simplement je vais m'adapter pour pouvoir avoir un oui en changeant ma demande. Voilà. Et ben voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez de nouveau appris des choses avec nous. N'hésitez pas comme d'habitude à venir en commentaire me poser toutes vos questions, toutes vos suggestions, je suis toujours ravie de discuter avec vous. Le petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et surtout abonnez-vous, à bientôt.